Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous, voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, les annonces de Qualcomm au Mobile World Congress de Barcelone, le géant du processeur pour mobile. Son porte-parole français est notre invité. Et à mon avis, on va parler un peu de 5G, Jérôme. C'est possible. Tiens, puisqu'on parle de 5G de smartphone, autant y rester, cette fois-ci avec le marché du reconditionné. Et Yes qui s'est spécialisé dans ce domaine, on en parlera dans un instant. Bientôt la fin des cookies sur le web, François. Mon Dieu. Incroyable, on évitera les blagues sur la pâtisserie, Oui, on va c'est pas notre parler genre. vie privée avec Gilbert Kallenborn. Et puis, la story de Jordan pour terminer ce 01 Hebdo. Il a testé un produit un peu mystérieux, hein, je vous l'avoue, ça s'appelle le Band. Vous en saurez plus tout à l'heure, donc à la fin de ce 01 Hebdo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute, le suspense est vraiment total. Bon, merci d'être là, c'est parti pour 01 Hebdo sur 01 TV. Alors évidemment, on est très heureux de vous retrouver. Oh là là, si vous saviez. Et de passer ce bon moment en votre compagnie. On est là chaque semaine, quasiment 1 heure pour débriefer toute l'actualité high-tech. C'est sur 01 TV avec évidemment la collaboration de la rédaction de 01net.com. Sur 01net.com, sur YouTube et également sur les box, François. Sur la chaîne 01 TV, Exactement. bien évidemment, Orange que vous Canal regardez, 141, j'espère. SFR 32, Free 231, France 7 81. Voilà, maintenant qu'il a... Je l'oublie pas. qu'il a ses anti-sèches. Je me suis fait un pense-bête. C'est très bien. Bon, bah écoutez, c'est parti et on attaque bien sûr ce nouveau numéro de 01 Hebdo avec l'actu de la semaine. L'actu avec un nouveau round dans le bras de fer qui commence de plus en plus sérieusement à opposer les GAFAM au pouvoir politique américain. Et oui, oui. Ça chauffe. Et oui, avec Facebook, vous savez, qui est pointé du doigt par les autorités américaines pour plein de choses. On évoque le démantèlement. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger Facebook à revendre Instagram, par exemple, à se séparer de WhatsApp? Ce sont vraiment des questions lancinantes qui reviennent de plus en plus, on va dire, dans le paysage américain et même mondial, puisque les Européens s'y mettent aussi. Cela dit, Jérôme, rebondissement de cette semaine, alors qu'on croyait Facebook à terre, eh bien non, Facebook a gagné en quelque sorte une première manche contre la justice. Exactement, et il se porte mieux que jamais puisque effectivement il y avait une action en justice intentée par la FTC, l'agence du commerce américain, qui est clairement partie en guerre contre les GAFA pour demander le démantèlement. Action en justice soutenue par 48 procureurs fédéraux et Facebook a obtenu gain de cause. Et oui, tous ces gens-là ont été renvoyés avec leurs accusations de position monopolistique dans leur 22. Et donc c'est un bon, c'est une marqué par Facebook. Exactement. Alors visiblement, vous savez, ce que reproche la justice, en tout cas ces procureurs, c'est la situation monopolistique à la fois de Facebook, mais des autres aussi, parce qu'ils vont tous y passer. Ouais. Apple, Google, peut-être même Microsoft, Amazon, etc. Donc là, c'est Facebook qui est un peu dans les yeux du cyclone, mais tout ça va sans doute évoluer vers les autres. Et visiblement, en fait, ça aurait flanché parce que le dossier aurait été mal préparé. Visiblement, c'est ce que le juge a dit. Le juge a dit, vous parlez de position monopolistique, mais enfin, dans votre dossier, vous ne le prouvez pas. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on donne raison pour l'instant à Facebook. Voilà. Cela dit, le juge a laissé 30 jours, je crois, de réflexion à ses procureurs et aux avocats pour revenir avec peut-être des arguments plus pertinents. Exactement, on va dire. Un dossier un peu plus étayé. En tout cas, on voit que visiblement, ça y est, le match est parti. Puis c'est étonnant parce que ça, c'est vraiment depuis que l'administration Biden est en place, c'était pas la même chose évidemment du temps de Donald Trump. Alors la conséquence, alors ça c'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais malgré tout c'est symbolique. Suite à cette manche gagnée en justice par Facebook, Facebook a dépassé la valorisation de 1000 milliards de dollars. C'est dingue, voilà. Incroyable. Et oui, l'action en bourse a explosé. Elle a pris 4%, ce qui est énorme, et donc forcément, on arrive à des valorisations qui sont stratosphériques. Bon, dossier à suivre, évidemment.
On poursuit dans l'actu cette semaine avec eh bien encore une histoire de piratage. Cette fois-ci, c'est pas Facebook, eh bien c'est LinkedIn, Jérôme. Alors c'est LinkedIn, 700 millions de comptes utilisateurs, soit environ 92% des utilisateurs de LinkedIn. Oui, quasiment tout le monde, quoi. Quasiment tout le monde, voilà, exactement, ont vu leurs données fuiter sur le web, ou en tout cas, le fichier est en vente sur un forum de hackers. Mais il y a un petit truc qui n'est pas très net, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut vraiment parler de piratage. Apparemment, d'après LinkedIn, en tout cas, ce serait ce qu'on appelle plutôt du scrapping, c'est-à-dire que les données ont été aspirées, mais ce sont des données qui sont publiques. Mais elles auraient peut-être été croisées avec d'autres données provenant d'ailleurs, ce qui fait que, eh bien, du coup, voilà, on enrichit ces données. On enrichit le fichier, on enrichit les données. Voilà, c'est une espèce de demi-piratage, c'est assez étrange. Bon, alors en plus, cette histoire de piratage de compte LinkedIn ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'elle a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elle remonte aujourd'hui dans l'actualité. Faut-il s'en inquiéter, Jérôme? Bon, voilà, peut-être que ça vaudrait le coup de changer son mot de passe éventuellement. Ouais, si c'est que du scrapping, on va dire que c'est pas inquiétant, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre des pratiques qui se font. Hein. Il faut savoir que cette manière d'aspirer comme ça les données sur LinkedIn, eh ben, c'est des pratiques marketing qui sont allègrement pratiquées par énormément de gens. On se crée des fichiers à pas cher. Voilà, tout dépend si on ajoute des emails privés, par exemple, ou des emails, ce qui n'apparaît pas en clair sur LinkedIn. Là, ça prend évidemment une valeur phénoménale. Voilà pour ce piratage de LinkedIn, le réseau social professionnel. Qui appartient à Microsoft. Qui appartient à Microsoft depuis que Microsoft avait racheté plusieurs milliards. Hein. Il y a quelques années, Microsoft avait cassé la tirelire pour s'offrir LinkedIn. On enchaîne avec un objet santé français en plus, Jérôme. Et oui. C'est WeSings qui vient de sortir une nouvelle montre. Alors c'est une déclinaison de leur montre Smart Scan, c'est comme ça qu'elle s'appelle La montre... Smartwatch Scanwatch, nous dit-on dans l'oreillette. Merci Pierre, qui réalise et qui en plus c'est marqué. A une vraie culture WeSings. T'as vu, c'était marqué sur nos notes. Hein. Oui, c'est en plus. C'était beau. Scanwatch de couleur rose gold. Pourquoi donc? Eh bien, parce que la cible, c'est, paraît-il, les femmes. Alors là, moi, je trouve ça très sexy. Je ne vois pas pourquoi les femmes mettraient des montres roses. C'est ce que j'allais dire, et pas des noires. Et pourquoi les hommes devraient mettre des montres pas roses. Enfin, c'est assez étrange. Mais voilà, c'est surtout que cette montre, elle est bourrée de qualité. Hein. Elle fait plein de trucs pas possibles. Et il paraît que les femmes sous-estiment un peu la surveillance de leur situation cardiovasculaire. Et donc, c'est un petit peu pour les aider à se surveiller, parce qu'on a tendance à dire que les accidents cardiovasculaires, ça touche plutôt les hommes que les femmes. Mais ça c'est pas vrai. Oui, et non, mesdames, vous êtes aussi dans le collimateur. Et alors, donc, cette montre, au-delà, bon, voilà, c'est vrai, du débat sur la couleur rose-gold pour les femmes, c'est vrai que c'est un peu d'un autre âge, mais en revanche, pour tout ce qui est de la tech, elle est vraiment très, très bien spéquée, on va dire. Ouais. Fréquence cardiaque, tu le disais, elle détecte les arythmies, les fibrillations auriculaires et même le taux d'oxygène dans le sang, qui est une donnée très intéressante, très importante, notamment après toute cette période on va dire, d'épidémie de Covid que l'on a connue, parce que vous le savez, hein, lorsqu'on commence à avoir des symptômes graves du Covid, on a le taux d'oxygène qui baisse, puisqu'on a des difficultés à respirer. Eh bien, cette montre détecte ce type de pathologie, donc bravo. Hein. Alors c'est une technologie qu'on trouve aussi sur les Apple Watch, mais WeSings a été le premier en fait à intégrer cette fonctionnalité avant Apple et Cocorico, car WeSings est l'une de nos pépites MedTech françaises. On va rester dans le hardware avec une petite news qui, elle, est américaine. Allez, vite fait, en passant, l'iPhone 12 mini, ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr. On s'était extasié quand il a été annoncé, tu te souviens? Le téléphone préféré de Raphaël Grabli, notre camarade. Ah, mais alors il est le seul apparemment. Et ben voilà, c'est vrai. Et quand on écoute parler Raphaël, on sait qu'il adore ce téléphone parce que justement, il dit qu'il tient dans la main, il est tout petit et qu'il s'y est vraiment fait. Et bien visiblement, c'est pas comment dirais-je, le sentiment des utilisateurs, puisqu'il a du mal à se vendre. Voilà, exactement. Il fait plutôt apparemment un four par rapport aux prévisions d'Apple. Mais c'est vrai que quand il avait été annoncé, on s'était dit « Waouh, c'est génial, il est mignon, il est pas cher, ça va être un carton ». Eh bien non, ce n'est pas un carton, contre toute attente. Alors, il y a des rumeurs... pas cher, il n'était pas donné quand même non plus. C'est sûr, il était à 800 €. Voilà. Donc bon, c'était pas complètement donné. Non plus, évidemment, tu as raison de le préciser. Mais apparemment, Apple arrêterait la fabrication de cet iPhone 12 mini et du coup, il y a un gros déstockage et il y a des soldes un peu partout. Hein. Et oui.
Oui, voilà, parce que vous savez, Apple prévoit des mois et des mois à l'avance, en fait, les ratios de fabrication de ces modèles d'iPhone. Et comme ils en ont un paquet, à chaque fois, c'est toujours un peu un casse-tête de prévoir un peu les ventes. Et là, visiblement, les usines ont trop fabriqué d'iPhone mini. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de bonnes affaires. Voilà, oui, on est à moins 20%, ce qui est quand même assez exceptionnel chez Apple. À plus de moins 20%. À plus de moins 20%. Bon, en tout cas, c'est une bonne affaire. Apparemment, c'est un bon plan. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et alors, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le futur iPhone 13 existera dans son itération mini alors, il semblerait que oui. Apparemment, oui, c'est étonnant. Étonnant parce que en fait, ils en fabriqueront moins peut-être. Sans doute, mais ces téléphones sont conçus bien en avance et il existerait déjà en fait cet iPhone 13 mini. Oui, et pour Apple, ça serait compliqué de l'annuler. Non, mais il est prévu. Il existe déjà. Il a déjà été pensé, on va dire, et conçu en fait. Ouais, mais tu as raison. Et donc, je pense que c'est pour ça que. En fait, c'est des très longs cycles. Ouais, c'est évidemment. On dit le smartphone c'est hyper court et puis on se moquait de l'automobile qui prévoit les modèles. Mais je pense qu'Apple prévoit à l'avance, mais Apple a au moins 2 ans d'avance sur ces modèles d'iPhone. Étonnant. Donc voilà pour cet iPhone 6, cet iPhone 12 mini, pardon. iPhone 12 mini. Et puis Jérôme, pas plus tard qu'il y a quelques heures, tu es allé visiter une boutique Xiaomi, dis donc. Exactement. Alors je suis allé dans Paris, du côté du boulevard Sébastopol, c'est près des Halles si vous êtes parisien ou si vous venez à Paris de temps en temps. C'est l'une des boutiques Xiaomi et je suis allé voir le premier téléviseur transparent de la marque Xiaomi qui est commercialisé. Alors regardez ça, c'est assez étonnant, il s'appelle le Mi TV Luxe Transparent Edition. C'est un téléviseur de 55 pouces, Full HD. C'est pas de la 4K. D'accord. Et c'est une dalle OLED LG. Donc il est totalement transparent. C'est ça la particularité de ce. On voit le petit personnage, là, on le voit à travers l'écran. Plutôt joli quand même. Alors c'est vraiment un objet de design. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Oui, c'est la question qu'on peut se poser. À quoi peut servir ce type d'objet? Téléviseur transparent. Si, alors ça peut être par exemple, tu peux le mettre au milieu d'une pièce au lieu de le coller contre un mur, puisque tu vois à travers, notamment quand il est éteint. Oui. Voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Peut-être aussi pour les boutiques, tu vois, les vitrines, les choses comme ça. Oui, il y a un effet waouh. Je pense que ce type d'objet a sans doute un destin plus heureux dans l'aspect B2B, en fait. Probable. Mais c'est une vraie prouesse technologique. Oui, c'est une prouesse technologique. Alors, ça avait été présenté à l'IFA il y a 2 ans, je crois. Ouais. C'est commercialisé, mais alors, déception, pas en France, uniquement en Chine. D'accord. Et en fait, toute la technologie est dans l'espèce de le gros socle qui est en dessous. Absolument. Et alors, ça pèse un âne mort, cette histoire-là. Il pèse 47 kilos, le téléviseur. Tiens. Parce qu'il doit être en verre, non? Enfin, il doit avoir l'écran est en verre. Et puis toute l'électronique qui est dans la base aussi. On nous annonce 47 kilos. Je ne l'ai pas soulevé, ça m'a paru un peu beaucoup, mais enfin, on m'a confirmé 2 fois que c'était bien ça. Bon voilà, il est extrêmement fin, moins d'1 centimètre d'épaisseur. Donc il est vendu uniquement en Chine, environ 6 000 € ou 6 000 $. 6 000 $, il faudrait faire la conversion. Et si vous voulez le voir, si vous êtes un vrai geek et que vous voulez le voir, eh bien il n'y a que 2 spécimens actuellement disponibles en France, mais vous pouvez le voir, c'est public. 2 magasins, donc la boutique Xiaomi, boulevard Sébastopol à Paris, et la Fnac des Ternes à Paris également. Voilà, produit un peu insolite, qu'on avait vu effectivement à l'IFA, mais on avait vu des produits semblables aussi au CES de Las Vegas, rappelle-toi, il y a quelques années. Tout à fait. C'est une techno qui traîne, on va dire, dans les salons depuis pas mal de temps, mais là, visiblement... Oui, c'est un bel aboutissement. Et alors, on passe à la vitesse supérieure. Comment dire, il vaut mieux être dans la pénombre pour regarder un film, mais du coup, l'image est vraiment belle, tu as l'impression d'être sur un téléviseur normal. Voilà, la classe. Voilà pour l'actu de cette semaine. Je vous invite maintenant à accueillir notre première invité. On va parler, Jérôme, de puces. De puces savantes. Oui, de puces savantes. Pour les téléphones mobiles. Plutôt de processeurs avec notre invité. Puisqu'en ce moment, vous le savez, se tient le salon Mobile World Congress de Barcelone, où nous ne sommes pas. Non, mais visiblement... il y a beaucoup d'absents, voilà, il faut bien le dire. On n'est pas les seuls à ne pas y être allés. C'est ça le souci d'ailleurs. Il y a des images qui traînent de ce salon où, effectivement, on a l'impression qu'il est fermé, tellement il y a peu de monde à l'intérieur. Cela dit,
Voilà, hein, on vit une période un peu compliquée. Au moins, écoute, il existe et c'est déjà, déjà pas mal. Et espérons que l'année prochaine, on pourra y retourner. Il y a quand même beaucoup de professionnels. Et alors, évidemment, on parle beaucoup de 5G et on parle beaucoup de toutes les technologies liées à la 5G. Voilà, et quand on parle de 5G, effectivement, dans le monde du mobile, une marque ressort, hein, c'est Qualcomm, le géant des processeurs. Et Jean Varaldi est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur France de Qualcomm et on est très heureux de vous accueillir. C'est ce qu'on disait avec Jérôme, on parle souvent de vous dans toutes nos émissions et on est très heureux de vous accueillir pour évoquer l'actualité Qualcomm, Jérôme, qui est plutôt riche. Hein. Mais vous pourriez peut-être d'abord nous repréciser un petit peu ce qu'est Qualcomm, quelle est votre activité, quelle est l'activité de l'entreprise exactement? Très volontiers. Donc Qualcomm est une société américaine dont le siège social est à San Diego, au sud de la Californie. C'est une société relativement jeune qui a fêté ses 35 ans il y a quelques temps. C'est certainement la plus grosse société inconnue d'une grande majorité de personnes, puisque aujourd'hui, Qualcomm est une société qui génère plus de 40 milliards de chiffre d'affaires, a plus de 30 000 employés, et effectivement, notre activité cœur, on est dans le monde du semi-conducteur, et on s'est beaucoup développé avec le monde du mobile. Donc en fait, nos clients sont essentiellement des constructeurs de terminaux, et on peut en citer un très grand nombre, qui utilisent notre électronique pour développer leurs propres terminaux et tous les terminaux, tout type de terminaux connectés, que ce soit des smartphones, que ce soit des caméras intelligentes, que ce soit même des voitures, puisque certains considèrent la voiture comme un smartphone à roulettes. Eh bien oui, il y a de plus en plus d'électronique connectée dans une voiture. Et vous êtes quasi dans tous les téléphones disponibles dans le monde, on est d'accord, d'une manière ou d'une autre? On est dans un très grand nombre de téléphones. L'année dernière, on a équipé un peu plus de 600 millions de smartphones à l'échelle. Avec le fameux Snapdragon. Qui est devenu aussi célèbre que vous êtes un petit peu le Intel du mobile et Snapdragon est aujourd'hui aussi célèbre que les Pentium ou je ne sais quoi. Exactement, ou que les Core i5, i7 et tout de chez Intel. Donc Snapdragon, c'est effectivement le nom commercial, le nom marketing de notre plateforme et qui se décline en plateforme premium, milieu de gamme, entrée de gamme, pour adresser l'ensemble des prix des smartphones que l'on connaît actuellement. Et puis il y a aussi évidemment tout l'aspect réseau, hein, la 5G. Par exemple, dans tous les iPhones, il y a des puces Qualcomm pour se connecter en 4G ou en 5G, hein, suivant les modèles. Voilà, exactement. Vous êtes évidemment sur ce segment-là. Donc au MWC, forcément, on a parlé 5G avec vous. La 5G qui, on le voit, hein, a du mal un peu à s'installer en France. C'est compliqué d'expliquer aux gens à quoi ça sert, c'est lent, versus la 4G. Hein, est-ce que vous vous rendez compte, vous aussi, de ces difficultés que peuvent avoir peut-être les opérateurs et les constructeurs de smartphones à expliquer de manière simple ce que peut apporter la 5G aux utilisateurs? Alors, en fait, la 5G a été lancée en France en fin 2020, donc c'est assez nouveau pour le grand public. Oui. Dans un certain nombre d'autres pays, la 5G a été lancée en 2019. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre 2019 et aujourd'hui, c'est aujourd'hui plus de 150 opérateurs à l'échelle mondiale qui ont déployé leur réseau, qui déploient leur réseau 5G, qui ont activé un service commercial sur des réseaux 5G. C'est en 2021 plus de 500 millions de smartphones à l'échelle mondiale qui seront compatibles de la 5G. En 2022, on parle de 750 millions de smartphones à l'échelle mondiale. On peut imaginer qu'en 2022, tous les smartphones neufs seront compatibles 5G ou quasi. En fait. Une très grande majorité, absolument. Et donc cette adoption de la technologie 5G est excessivement plus rapide que ce qu'on a pu connaître en 4G ou en 3G, et a fortiori en 3G. Donc à l'échelle mondiale, la 5G est déployée et déjà utilisée par un très grand nombre de personnes sans forcément s'en rendre compte. Oui. Et il faut donc l'impression de lenteur, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse en termes d'adoption. Après, dans les services, au même titre que ça avait été le cas en 4G et en 3G, les services qui sont ce que les utilisateurs perçoivent à la fin, ça vient progressivement quand des tiers s'accaparent des différentes technologies pour offrir des services innovants. Alors vous avez présenté à Barcelone, à l'occasion de Barcelone, je crois, le nouveau Snapdragon 888, c'est ça? 888+. Alors effectivement, nos Snapdragon oubliez le plus, fais attention. Exactement, le Snapdragon 888 existe déjà et avait été annoncé déjà il y a quelques temps. On a déjà plus de 130 terminaux qui sont basés sur ce composant. Donc c'est le haut de gamme, hein, on va dire. C'est le segment premium, absolument. Voilà. Absolument. Et donc on a annoncé un rafraîchissement de cette plateforme qui s'appelle la 888+,
qui offre environ 20% de capacité de traitement supplémentaire par rapport à la génération précédente. Et on annonce aussi un certain nombre de nos clients qui ont prévu des terminaux sur cette plateforme. Ce sont des gens comme Xiaomi, comme Vivo, comme Asus, Motorola notamment, qui auront des produits sur cette plateforme courant 2021. Qui seront les premiers à utiliser cette plateforme. Qui seront effectivement les premiers. Ce n'est pas les plus grands noms de la téléphonie que vous venez de citer, c'est amusant. Quand j'ai cité Oppo, Xiaomi, je suis pas loin des plus grands. C'est quand même Encore un coup, il faut raisonner au niveau mondial. Ce sont aujourd'hui les constructeurs numéro 3. Après, il y a Samsung aussi qui a une position un peu particulière avec, en Europe, leur processeur Exynos, et puis aux États-Unis, où là, on retrouve des processeurs Snapdragon à l'intérieur des Galaxy. Alors, ce partage n'est pas aussi tranché que ça. Ouais. Il y a un certain nombre de produits Samsung en Europe qui sont basés sur des plateformes. Sur du Snapdragon aussi, d'accord. Mais je parlais du haut de gamme, en fait. Non, les produits Fan Edition de chez Samsung sont sur base Qualcomm, les Fold et les... Ah oui, les Fold aussi, oui. Ces produits-là sont sur des composants Qualcomm. Les téléphones pliants. Et alors, donc ça, c'est côté dernière puce, mais vous avez profité du Mobile World Congress aussi pour présenter, j'allais dire, le futur de la 5G, ou en tout cas les évolutions de la 5G. C'est toujours intéressant de découvrir dans quelle direction vous travaillez. Absolument. Donc la 5G a sa propre feuille de route, comme l'a eu la 4G et la 3G précédemment. Une génération, c'est environ une dizaine d'années. Avant qu'on parle de 6G, il va se passer environ une dizaine d'années. Et il y a des grandes étapes majeures qui vont se passer dans les prochaines années. La première étape, qui est pour 2021-2022, plutôt 2022, qui est ce qu'on appelle la 5G en standalone. Alors c'est un terme un peu barbare, mais globalement aujourd'hui la 5G a été déployée en s'appuyant sur un réseau 4G. Ça c'est ce que l'on connaît actuellement. L'évolution, c'est que des réseaux deviennent des réseaux dits 5G de façon dédiés qui permettront d'améliorer ce qu'on appelle la latence. Oui, c'est le cœur de réseau en fait qui passera la 5G. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, même si on a le logo 5G affiché, le cœur de réseau est en 4G. Le cœur de réseau est en 4G et à côté de la 4G, on ouvre un gros tuyau pour offrir des débits plus importants. La 5G en standalone, elle permettra ce qu'on appelle des latences plus rapides. Latence, c'est le temps de réaction entre des données envoyées et des données reçues. Les temps de latence qu'on aura en 5G standalone, c'est de l'ordre de 5 millisecondes. 5 millisecondes, c'est le temps de latence du cerveau. Si je vous électrocute, vous allez réagir en 5 millisecondes. Donc voilà, c'est un bon exemple, mais je n'ai pas envie de tester. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est ce type de performance. C'est la vraie promesse de la 5G et qu'on n'a pas encore. Voilà, exactement. Et c'est, on va dire, ce temps de latence qu'on a par exemple avec la fibre optique. C'est de ce type-là, voilà, absolument. Et qui va de pair avec des architectures de réseau qui permettent effectivement d'avoir cette latence. Donc, latence de bout en bout. Ça, c'est pour 2022, ça, c'est pour 2021, 2022. Donc, les opérateurs vont développer petit à petit ce nouveau cœur de réseau en 5G, partout dans le monde. Absolument, et il y a eu beaucoup d'annonces à Barcelone autour de cette évolution vers le... Là, vous êtes dans ces technologies de cœur de réseau ? Alors, on n'est pas dans les technologies de cœur de réseau, mais elles ont des dépendances côté terminaux. C'est-à-dire que vous travaillez avec Ericsson, avec Huawei, avec, j'imagine... On travaille avec tous ces acteurs-là pour s'assurer de l'interopérabilité de nos plateformes avec leur cœur de réseau et leur radio. Ça doit être un sacré job aussi, le fait de bien se synchroniser, vous, constructeurs de puces, avec les équipementiers réseau. C'est un énorme travail industriel. Bien sûr. Parce que non seulement de standardisation en amont, et puis ensuite un travail industriel de test, de validation, non seulement avec des fournisseurs d'infrastructures, mais aussi dans toutes les bandes de fréquences qui sont utilisées partout dans le monde. Oui. La situation en France est différente de la situation en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud et ainsi de suite. Donc le nombre de combinaisons et de combinatoires est absolument invraisemblable. Et à l'arrivée, c'est transparent pour l'utilisateur. Et à l'arrivée, c'est ce qui permet à un constructeur de lancer un terminal, un modèle, une référence dans tous les pays du monde au même moment. Et voilà. C'est un véritable challenge industriel. Et ça marche. 2022 donc, première étape. Cœur de réseau. Et après, là, on va encore booster les débits au cas où ça ne nous suffirait pas. Ouais. Après ou en parallèle, en fait, parce qu'il y a vraiment deux gros chantiers dans la 5G. Le premier, on l'a évoqué, c'est le sujet de la 5G SA. Le deuxième chantier dans lequel on travaille beaucoup, et toute l'industrie travaille, c'est ce qu'on appelle, c'est l'utilisation des ondes dites millimétriques. Les ondes millimétriques, ce sont les ondes qui sont au-dessus de 20 GHz, 20-25 GHz. Aujourd'hui, les ondes que l'on utilise dans notre quotidien, ce sont des ondes qui sont entre
1 GHz, 2 GHz, 3,5 GHz, et ainsi de suite. Ces ondes, elles sont limitées. C'est une réalité physique, elles sont limitées, elles doivent être partagées entre un certain nombre d'opérateurs et il y a des limites à la physique. D'où les enchères qui auront lieu, qui n'ont pas encore eu lieu pour les 26 gigas. Oui. Et alors, l'étape d'après, c'est effectivement l'industrie a mis à disposition du mobile, du secteur du mobile, ces fameuses ondes millimétriques qu'il a fallu gérer, comprendre et ainsi de suite pour pouvoir les exploiter dans un smartphone. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on sait faire. Et donc, ces ondes millimétriques, elles sont appelées à être utilisées dans vos smartphones. Dans vos smartphones. Et quand est-ce qu'on pourra tester? Est-ce qu'on pourra essayer quelque part? Alors, à Barcelone, nous avons annoncé que nous travaillons avec plus de 35 partenaires sur ces fameuses ondes millimétriques. Ces partenaires, ce sont des opérateurs qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Chine, qui sont au Japon, qui sont en Europe. En Europe, c'est en Allemagne et en France notamment. Ah d'accord, donc il y aura un opérateur français, enfin il y aura des tests en France. Donc il va y avoir peut-être des petites zones tests, des choses comme ça. Alors c'est déjà le cas. L'ARCEP a mis à disposition du spectre pour du test il y a déjà quelques temps. Des expérimentations sont en cours. Dans les prochaines heures ou jours, il y aura certainement des annonces à ce sujet-là d'un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille en France. Pas mal. Et donc l'idée c'est de tester on va dire, en grandeur nature, en quelque sorte, le comportement de toutes ces technologies dans des lieux à forte densité de population, c'est ça? Absolument. C'est l'idée. Parce que c'est ça aussi ce qu'apportent les ondes millimétriques. On n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Donc, bon, alors il y a la latence, etc. Mais il y a aussi des débits monstrueux et surtout un encombrement quasi impossible. Absolument. L'intérêt des ondes millimétriques, c'est qu'elles sont disponibles en grande quantité. En fait, on a pratiquement 1 GHz de bande passante dans les ondes millimétriques à partager entre les différents opérateurs. Ouais, et l'idée des ondes millimétriques, c'est pas de couvrir l'ensemble du territoire avec les ondes millimétriques, c'est pas du tout l'objet. Ça serait impossible d'ailleurs. C'est absolument parce pas. Parce qu'elles ont une très faible portée. Elles ont une portée beaucoup plus faible que les ondes dites sous les 6 GHz. Par contre, elles ont vocation à être déployées dans les zones dites denses. Et c'est là où, effectivement, les zones denses, c'est là où on consomme beaucoup de données, c'est-à-dire les gares, les aéroports, les stades, les centres commerciaux, toutes ces zones qui sont donc denses. C'est plutôt du indoor, en fait? Enfin, du indoor ou dans des zones qui sont bien délimitées, c'est ça? Voilà, ça peut être une fan zone, ça va être plus à l'extérieur. Mais parce que la portée de ces ondes donc, dites millimétriques, c'est quoi? C'est quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres? Non, alors on sait utiliser ces ondes millimétriques pour des portées évidemment très faibles, mais aussi pour des portées de moyenne distance. On utilise aussi notamment ces ondes millimétriques pour ce qu'on appelle l'accès broadband fixe, c'est-à-dire utiliser des technologies 5G pour apporter du haut débit à la maison. Au lieu de tirer une fibre, on utilise une onde. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans les zones semi-urbaines, voire rurales. Donc on a fait un certain nombre d'expérimentations où on peut étendre la portée des ondes millimétriques à plusieurs kilomètres. Ah oui, dans des zones ouvertes, semi-rurales. Et ce qui permet d'avoir, par exemple, à la maison, une connexion qualité fibre. Absolument. Grâce à ces ondes millimétriques. Absolument. Et ça, c'est Absolument. top. Exactement. Voilà, ça va permettre de désenclaver certaines zones aujourd'hui où la fibre ne pourra jamais aller. Absolument. C'est totalement complémentaire à un plan de déploiement de la fibre. Passionnant tout ça, on pourrait écouter, vous savez quoi, on pourrait parler avec vous pendant des heures, sauf qu'on a d'autres invités derrière qui nous attendent, on va leur laisser un petit peu de temps. Merci pour votre temps, Jean Varaldi, directeur France donc de Qualcomm, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va rester dans les smartphones, François, avec un sujet qui vous intéresse de plus en plus, c'est la possibilité d'acheter des smartphones moins chers qui ont une deuxième vie, avec un spécialiste du reconditionnement. Il s'agit de Yes, c'est David Mignot. Et c'est notre rendez-vous Tech Care avec Orange, vous l'avez vu. Et oui, parce que le reconditionné fait du bien à la planète, Jérôme. Bah oui, ça évite de surconsommer des matériaux et donc des terminaux neufs. Et de donner une seconde vie, voire même une troisième vie à certains smartphones. Et ça a de plus en plus le vent en poupe. David Mignot est avec nous. Bonjour David. Bonjour David.
Vous êtes le cofondateur de Yes. Vous êtes un spécialiste de la téléphonie mobile, puisqu'on s'était rencontrés sur d'autres plateaux, dans d'autres vies, à l'époque où vous étiez le patron de Sony Mobile notamment. Et donc voilà, vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec Yes. Yes qui vient de lever 2 700 000 €, voilà, pour donner un peu d'oxygène à votre concept. Le reconditionné, cela dit, vous n'êtes pas les seuls. Il commence à avoir du monde en France sur ce sujet. Comment se démarquer ? Alors, c'est effectivement un marché en pleine croissance, puisqu'il s'est vendu 20% de smartphones reconditionnés en plus en 2020 comparé à 2019. C'est 2,6 millions. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs. Alors après, il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut aussi distinguer ce que font chacun des acteurs. Il y a un acteur qu'on connaît beaucoup, qui s'appelle Back Market, mais qui n'est pas un reconditionneur, c'est une plateforme. C'est une place de marché qui met en relation avec des centaines, voire des milliers maintenant de reconditionneurs partout dans le monde. Et donc, ils n'ont pas cette responsabilité de reconditionner. Quand vous achetez un smartphone sur une plateforme, le produit vient du reconditionneur directement chez vous. Donc nous, on est tout d'abord un reconditionneur. C'est-à-dire que notre métier, c'est de récupérer des smartphones d'occasion et dans notre atelier, avec nos techniciens, de procéder tout le processus de diagnostic, de réparation, de changement des pièces détachées et de les revendre avec une garantie de 2 ans. Également des accessoires qu'on a développés nous-mêmes, des accessoires éco-conçus et qui sont chez nous certifiés Apple. Donc il y a toute une démarche autour de la qualité du reconditionnement, le fait de le faire en France, puisqu'on développe évidemment l'emploi en France, et tout ça dans une cohérence également, un engagement parfaitement cohérent, à la fois environnemental, mais également social. Nos emballages sont éco-conçus, nos accessoires sont éco-conçus, et on emploie en France et on fait de la réinsertion auprès de jeunes notamment. Très bien. Donc on voit que il y a vraiment un cycle vertueux dans tout ce que vous faites. On est d'accord que le marché du reconditionné aujourd'hui, il est régi par Apple. Alors, c'est quand même une grosse part du gâteau, on va dire. Oui, aujourd'hui, c'est 90% de nos ventes sont des iPhones, 10% des Samsung, ce qui est un peu normal parce que le reconditionné, c'est une démarche environnementale. Aussi du marché. Alors c'est le reflet du marché même à l'extrême, puisque Apple n'a pas 90% de part de marché, mais en revanche, c'est une volonté d'acheter un produit haut de gamme qu'on n'a peut-être pas pu s'acheter à son lancement, mais qui va être beaucoup plus abordable. La meilleure vente du moment, c'est l'iPhone 8. Quand il est sorti à 809 €, il y a maintenant 4 ans, 5 ans, il est aujourd'hui à partir de 219 € chez nous. Donc vous voyez que c'est encore un smartphone tout à fait honnête. Et en plus, quand nous, on l'a contrôlé, vérifié, changé la batterie si nécessaire, il est reparti pour au moins 2 ans de vie sans problème, et avec en plus supporté par une garantie chez nous de 2 ans. Vous changez systématiquement la batterie ou pas? Alors on ne change pas systématiquement la batterie puisque ça n'est pas forcément nécessaire. On a 2 critères nous pour changer la batterie, c'est la capacité de charge par rapport à sa capacité d'origine qui doit être à plus de 85%, mais on rajoute également un nombre de cycles de charge parce que ce qui endommage la batterie, c'est de le charger et décharger souvent. Donc vous pouvez avoir une batterie d'occasion qui a 90%. Ça l'use. Ça l'use et en fait sa durée de vie va être plus limitée. Oui. Donc si vous avez une batterie qui a 90% mais qui a 700 cycles de charge, vous savez que dans les 2-3 mois qui viennent, elle va perdre. Donc on préfère changer ça en amont plutôt que... Dans ce cas-là, on repart avec une batterie neuve. Et dans ce cas-là, on repart avec une batterie neuve, tout à fait, qui a... Alors, tout dépend de l'usage, mais une batterie, c'est une durée de vie d'1 an et demi, 2 ans, en fonction de l'utilisation de son smartphone. Très bien. Alors, est-ce que vous reconditionnez autre chose que les smartphones chez Yes? Oui, alors on a lancé récemment le reconditionnement de consoles de jeux, les PS4, puisque la PS5 a été annoncée en fin d'année. Il y a plus de 6 millions de PS4 qui ont été vendus sur le marché français et se pose évidemment la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces Surtout ceux qui ont eu la chance de s'offrir une PS5. Voilà, et on espère qu'il y en a de plus en plus avec la disponibilité de la PS5 qui devrait augmenter. Et donc on voit qu'on s'oriente sur un marché, on va avoir les next-gen, comme on dit, des consoles vendues en neuf et les anciennes générations qui seront vendues en reconditionné, même chose avec une garantie. Nos PS4 sont vendus avec une garantie de 2 ans, sachant que Sony ne continue pas l'intégralité des PS4, ils continuent la PS4 Slim 500 Go, mais ils arrêtent la 1 Tera, ils arrêtent la Pro, et donc nous on va pouvoir continuer à vendre ces produits. Combien ça coûte aujourd'hui une PS4 d'occasion? Une PS4 d'occasion, c'est à partir de 200, enfin reconditionnée plus précisément, c'est à partir de 249 € pour la Slim. Et ça vieillit bien, une PlayStation? Ça vieillit bien. Alors encore une fois, il faut procéder à la vérification. Il y a surtout beaucoup de nettoyage en fait dans une PlayStation, puisque souvent ce sont des produits, des consoles qui ont été dans le salon.
avec un ventilateur, il y a de la poussière. Donc il y a un gros travail, notamment de démontage et de nettoyage. Mais les PlayStation 4 ont été lancés en 2014, si ma mémoire est bonne, donc c'est une durée de vie plutôt longue. David Mignot, un mot aussi sur les accessoires, parce que c'est important aujourd'hui quand on achète un smartphone. Quel type d'accessoires vous fournissez avec, par exemple, si je m'achète un smartphone reconditionné chez vous, que ce soit un iPhone ou un Samsung? Alors, on livre systématiquement un chargeur et un câble. Donc c'est ce que je vous disais, ce sont des chargeurs ISIS et des câbles ISIS. Donc ce ne sont pas les chargeurs et les câbles d'origine? Non, ce ne sont pas les chargeurs d'origine parce qu'ils coûtent excessivement cher. Et que pour le coup, ce serait au moins 50 € de plus à rajouter au prix du reconditionné. En revanche, ils sont d'aussi bonne qualité que ceux d'origine puisque ces chargeurs et ce câble sont certifiés Apple. Nous avons la licence MFI Apple, donc ils fonctionnent aussi bien que... Donc il y a la puce qu'il faut à l'intérieur. Exactement, c'est la puce MFI. Qu'il ne soit plus reconnu à la prochaine mise à jour. Exactement. Donc ça garantit ça. Certains équipements. C'est aussi une sécurité parce que il y a 50% des incendies domestiques qui sont liés à des chargeurs de mauvaise qualité. De sécurité. Donc il y a d'abord une question de sécurité, ensuite une question de durabilité de votre smartphone, parce qu'un mauvais chargeur peut l'endommager. Et donc ce chargeur et ce câble sont également éco-conçus, je vous parlais de cohérence environnementale, éco-conçus 100% recyclables et garantis 10 ans, là aussi pour avoir plus de sécurité. Mais dans les smartphones neufs, c'est plus systématique le chargeur. Chez vous, c'est systématique? Alors c'est plus systématique chez un fabricant sur les dernières versions Mais visiblement Samsung s'y met aussi. Voilà, d'autres y viennent. On pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on l'enlève ou pas. Maintenant, chez nous, il y a une autre problématique qui est... C'est pas une option, c'est pas une option. C'est fourni d'office. Alors, on pourrait effectivement, comme on le fait sur les écouteurs, par exemple, les écouteurs, on les fournit pas d'office, parce que si vous en avez déjà chez vous et que vous l'utilisez pas, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. En revanche, si vous dites que vous souhaitez ces écouteurs, ils sont gratuits. Donc, on pourrait éventuellement faire la même chose là-dessus. Maintenant, je vous le disais, il y a une dimension de sécurité, également de qualité du produit. Si quelqu'un utilise un autre chargeur de mauvaise qualité, pour éviter, il peut y avoir une problématique avec le smartphone. Oui, ça va peut-être abîmer la batterie. Voilà. Et du coup, on va dire c'est le reconditionné qui n'est pas de bonne qualité. Donc, pour l'instant, on préfère le garder comme ça. En fait, vous bouclez toute la chaîne en fait, du produit. Voilà pour Yes. Écoutez, on vous souhaite encore plus de succès pour cette année 2021 avec cette levée de fonds qui va vous permettre d'accélérer. Merci beaucoup, David Mignot. Merci. Jérôme, on va parler sécurité maintenant. On va parler sécurité, protection de la vie privée et ça bouge sur le web et c'est Gilbert Kallenborn qui va tout nous expliquer. Ah, quand même le Captain America de ce studio. Yes. Qui arrive avec son frisbee là. Enfin, je sais pas si c'est un frisbee ou à chaque fois je me trompe d'ailleurs. C'est un petit bouclier. C'est un petit bouclier, mais c'est bizarre, ça me fait penser à un frisbee. C'est le bouclier de Captain America, mais en frisbee. C'est aussi un frisbee. C'est un frisbee. Et puis en plus, tu as l'air sportif. Donc tout de suite, on t'imagine. Captain America l'utilise d'ailleurs comme un frisbee. Exactement. Merci, c'était la chronique frisbee donc de Gilbert Kallenborn. Je crois qu'on peut passer à autre chose, Jérôme. Bon, Gilbert, plus sérieusement, parce que le cookie, c'est sérieux. Le cookie, surtout dans l'armoire de chez Jérôme, où là, il y a tous les parfums, toutes les couleurs, etc. Le cookies? Oui. On avait dit pas de blague. Non, c'est vrai, mais c'était trop fort. C'est trop fort, il fallait la faire, on l'a faite, on n'en parle plus. Alors c'est vrai cette histoire de fin des cookies sur Internet? En tout cas, c'est ce que prévoit de faire Google. Google prévoit la fin des cookies dans son navigateur Chrome d'ici à la fin 2023. Mais pourquoi? Les cookies tiers, attention. Donc, les cookies tiers, les cookies autres. Voilà, le cookie. Alors, petit rappel, le cookie, c'est quoi? C'est un petit fichier en fait que le site web que vous consultez va déposer sur votre ordinateur et qui sert à stocker quelques informations. Donc, par exemple, l'aide à la navigation, quand c'est par exemple le site web qui le fait directement, ou alors aussi le ciblage publicitaire, quand c'est en fait un fournisseur tiers. C'est pour ça qu'on appelle ça un cookie tiers. Donc, c'est une régie publicitaire qui va faire un partenariat avec le site web et donc qui va déposer un cookie tiers sur votre ordinateur pour vous cibler. Donc ça veut dire qu'il y aura un identifiant publicitaire qui sera dans ce petit fichier. Quand je vais sur un site, je reçois une pub qui est en rapport avec le site que j'ai visité avant. Exactement. Donc c'est ça ce qui a généré tout cet écosystème de surveillance marketing. On a Gilbert, sur la cybersurveillance. Je ne sais pas, mais Gilbert, à mon avis, doit avoir un nettoie cookie sur son navigateur. Parce que si on fait rien, on a des milliers de cookies en fait. Oui, non, de toute façon, il y a des petits logiciels que vous pouvez activer. Oui, mais si on ne nettoie pas. Vous allez sur un site, vous voyez une vingtaine
trentaine en fait des dizaines en fait on appelle ça aussi des mouchards publicitaires, donc qui sont là pour vous traquer, qu'est-ce que vous visitez, etc. Et donc c'est pas du mouchard, c'est pas nominatif, faut pas non plus noircir le tableau. Oui, enfin c'est le terme qu'on utilise, c'est un identifiant unique. Et qui, après, le problème, c'est que ça a généré tout un maquis en fait, d'acteurs derrière. On ne sait pas trop, en fait, le partage d'informations, comment c'est fait, etc. Donc, il y a un problème avec ce cookie tiers. Juste une chose, le cookie, c'est aussi, par exemple, est-ce que dans les cookies, il y a nos données, les codes, les logins et ces trucs-là alors tu sais, parfois, quand on vide son navigateur Internet... Oui, ça peut gérer aussi les tokens d'authentification. Voilà, c'est ça, donc c'est aussi ça. Hein. Ça, c'est pas les cookies tiers. Ça, c'est pas les cookies tiers. Ça, c'est les cookies primaires, si on peut dire, qui sont gérés par le site directement. Donc, il y a aucun problème pour les cookies primaires. Il y a les cookies primaires. Qui sont créés par le site lui-même, et les cookies tiers qui sont généralement le ciblage publicitaire. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi, donc on a compris pourquoi ils veulent les virer. Alors, le problème, en fait, c'est que les internautes, tout simplement, n'en veulent plus de ces cookies tiers. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de se protéger contre les cookies tiers. Les navigateurs eux-mêmes, maintenant, ont des options qui permettent de désactiver les cookies tiers. Donc, c'est un petit peu, quand même, la fin, le crépuscule du cookie tiers. Et puis, c'est un filon monstrueux qui était quand même en train de se a généré des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Chez Google, voilà, c'est ça. Chez Google, chez d'autres. Criteo est un... Sans compter la mauvaise presse que ça fait pour Google, qui se passerait bien encore d'une autre histoire, on va dire, un peu négative. Voilà, le problème, c'est la protection des données personnelles, le flicage, donc tout ça. Et donc... 2023, plus de cookies tiers. Plus de cookies tiers. Et par ça a été un peu reculé, non? Ça devait pas être plus tôt? Si, ça devait être 2022. Alors justement, parce que... un petit problème quand même, c'est que donc, Google évidemment veut préserver son business, donc celui de la publicité. Donc pas question de ne plus faire de ciblage publicitaire. Donc il propose en fait une technologie alternative, tout un ensemble de technologies de privacy, donc qui sert à protéger les données personnelles des gens, tout en les ciblant quand même. Et donc ça s'appelle Privacy Sandbox. Et la pierre angulaire de ça s'appelle... Alors attendez, il faut que je lise parce que c'est... Ça s'appelle Federated Learning of Cohorts. Donc l'apprentissage fédéré de cohortes. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, c'est un tout nouveau système de ciblage publicitaire. Oui. L'idée, en fait, avant, on a un identifiant unique pour chaque personne, et là, on va avoir un identifiant pour des milliers de personnes. Voilà, des cohortes. Et cet identifiant va bouger dans le temps. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si on floute en fait l'identité des personnes. On va être tous noyés, anonymisés. Voilà, on va être tous personne. Je serai un ectoplasme d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Donc, tu feras partie d'un groupe de personnes qui te ressemblent. Moi, je ne connais pas qui te ressemblent. Donc, une cohorte, ça aura un identifiant, par exemple. Je sais on est très peu comme moi. C'est pour ça. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient donné comme exemple Google? Ça peut être 4507. Gilbert a imprimé son petit article, c'est trop mignon. Oui, j'aime bien mes articles. Il a stabilo-bossé les bons passages. Donc, sur du papier aussi. On sera peut-être dans la cohorte 43A7, la cohorte des gens technophiles, par exemple. C'est possible. Ça, je pense qu'on sera, le 43A7. Et donc là, on aura au moins, les publicitaires pourront dire, cette cohorte, elle m'intéresse parce que les gens technophiles, c'est exactement ceux que je veux adresser. Et pourtant, on ne pourra pas adresser directement, savoir qui est dedans dans cette cohorte. Bon, ça paraît une bonne idée. Ils sont d'accord, les publicitaires? Alors oui, c'est une bonne idée sur le papier. Donc on remplace une technique assez intrusive, le cookie tiers, par quelque chose de plus anonymisé, plus général. Mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas trop d'accord. Alors déjà... De toute façon, il y a tout le temps des gens qui ne sont pas d'accord. Oui, ça c'est vrai. Donc alors, pour l'Electronic Frontier Foundation, qui est une association de défense des droits du citoyen, ils disent que le FLoC, en fait, FLoC, l'abréviation, donc, le FLoC est un tremplin pour le fingerprinting. Alors le fingerprinting, faut savoir, ça c'est une technique qui a été... qui est maintenant assez utilisée, qui est une technique vraiment... un peu dégueulasse quand même, de ciblage publicitaire en utilisant en fait ils essayent en fait d'identifier votre machine. Donc par l'intermédiaire de scripts JavaScript. Donc on interroge, tiens, fais-moi un dessin, et le navigateur renvoie un dessin, et la manière dont c'est fait permet de donner une empreinte en fait de votre machine. Donc ça permet d'authentifier et sans que vous le sachiez, et ça se fait vraiment dans l'obscurité la plus totale. Donc là pour le coup, l'obscurité. Donc ça et donc ils disent vous êtes déjà dans une cohorte, donc c'est déjà un premier niveau d'information. Donc après, il suffit juste de faire un petit peu de fingerprinting et top, on va savoir exactement qui vous êtes et vous suivre à la trace. Bon, Gilbert, oui. Les navigateurs alternatifs, sans compte,
Il n'y en a aucun pour l'instant qui dit j'adopte le système Google. La Commission européenne dit oula, mais attention, Google, vous êtes en train d'imposer de façon unilatérale un nouveau système mondial quelque part. Oui, donc c'est pas gagné encore. Abus de position dominante. En 2023, les acteurs de la pub, il y aura beaucoup de perdants. 2024. Criteo ne va plus avoir de cookie tiers. Que vont-ils devenir? Criteo, c'est vrai. Donc une levée de bouclier. Le RGPD, n'en parlons pas. Voilà. C'est mal barré alors. Bon, c'est quand même Google, hein, donc il va quand même se passer quelque chose. Bon. Voilà, on a vu arriver Gilbert. Bon résumé, c'est Google, donc forcément ça va faire des étincelles. Quoi. Mais oui, t'as vu, il termine avec une levée de bouclier alors qu'il a commencé avec son bouclier Captain America. C'est magnifique. Franchement, c'est bien joué. Pas prévu. Merci Gilbert, en plus on a tout compris. Gilbert. Donc vraiment, super. Bravo Gilbert Kallenborn. Et on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan qui nous rejoint tout de suite. Jordan Cosino. Bonjour, ça va? Qui a arrêté les cookies depuis un moment, hein, ça se voit d'ailleurs. Moi, ça va être beaucoup plus léger. Hein. J'adore le sujet de Gilbert, mais tu as compris, tu as tout compris. Mais évidemment, bien sûr. Je vais en big data, tout ça, moi j'adore. C'est ma passion. J'ai deux passions dans la vie, c'est la muscu et le big data. Bon, tout va bien? Et tu mixes les deux d'ailleurs, c'est ça qui est fort. Je fais des big cookies. C'est un mélange de big data et de cookies. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Écoutez, aujourd'hui, petit objet que j'ai voulu tester pour vous, parce que tu nous aimes bien. Parce que déjà, oui, j'aime bien vous faire gagner du temps. Vous êtes très occupés, messieurs. C'est vrai. J'aime bien vous faire gagner du temps. J'ai testé un truc qui s'appelle HomeBand. HomeBand, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est censé t'aider à dormir quand tu as du mal à dormir. Ça va se symboliser par un petit bandeau que vous allez me voir porter incessamment sous peu et vous allez vous régaler parce que j'ai une tête à chapeau. Donc je vous propose de regarder le magnéto et on en parle juste après. Ah, je crois qu'on va se régaler. Oui, je pense. Du coup, on se retrouve pour tester ce HomeBand wireless. Donc, je suis assez curieux, hein, c'est un bandeau que vous mettez sur votre tête avec des écouteurs très plats et qui pourrait vous aider à vous endormir. Il isole du bruit environnant grâce au contenu audio. Vous pouvez rester déconnecté avec l'accès hors ligne au contenu. Idéal pour vos voyages et vos trajets en avion, train, bus ou auto. Hein. Et le Bluetooth 5.0 qui offre une longue portée et un son de meilleure qualité. Bah, c'est parti, on va déballer tout ça. Hein. Pour info, le prix, c'est un peu plus d'une 60aine d'euros. Et c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait l'outil Dodo pour dormir, qui ont envoyé des signaux lumineux pour vous aider à vous endormir. Je sens que je vais avoir l'air très intelligent. Moi, j'adore. Vous savez que j'adore ça. Ah, pour le coup, le tissu est agréable, faut le dire. On va déballer ça. Donc ça doit aller devant, je suppose. Les écouteurs. Alors attends, je sens pas les oreilles là. Où qui est le cucu, où qui est la papate? Il est où le cucu, elle est où la tétette? Ah ça, à mon avis, c'est les oreilles. Ok, donc ça se met comme ça. Mais attends, mais c'est très petit ça pour moi, non? Ok. Ça me va bien? Je suis sûr, on dirait un joueur de tennis qui n'a pas percé. Roger Federer, je suis son cousin. On va surtout télécharger l'appli, voir ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, il faudra que j'aille faire dodo, hein, quelques fois avec, pour à peu près voir comment ça se passe. On va configurer notre HomeBand. Positionnez le bandeau sur la tête de façon à ce qu'il couvre vos oreilles. Donc ça va devant. On est d'accord. Allez, c'est reparti. Raphaël Nidil est de retour. Allumez votre bandeau avec un appui long sur le bouton du boîtier Bluetooth. Ah, c'est ça. C'est bon, je l'ai. Si les écouteurs vous semblent mal positionnés, vous pouvez les ajuster. Ok, allez, on se concentre. On va y arriver. Je suis pas plus bête qu'un autre. C'est un peu une galère à ajuster, hein, on va pas se mentir. Bah c'est bon, hein, du coup. Installez-vous confortablement et lancez votre première piste audio. Ce que je vous propose, c'est que je vais le garder quelques nuits. Et puis on se retrouve dans quelques jours et on se fait un petit débrief de mes quelques soirées, nuits passées avec Home. Bon, on est de retour quelques temps après la séquence précédente. J'ai eu le temps de l'essayer un petit peu à la maison. Je vais vous donner mon avis juste après. Mais avant ça, on a la chance d'avoir une salle de repos à 01net, faut le savoir. Et donc, je vais faire un dernier essai ici. Et puis, je vous laisse me réveiller dans 5-10 minutes. J'ai le bandeau, j'ai ce bandeau aussi. Je suis prêt pour dormir. C'est parti. Je replace bien les écouteurs. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? La pluie sous la tente, ça j'adore. Oh oui, plaisir. Fermez les yeux et détendez-vous, respirez lentement, laissez-vous bercer par le réconfortant familier, celui de la pluie. Allez, hein, salut. Voilà. Ah, bonjour. Oh là, oh, la lumière. C'est dur.
la sieste s'est plutôt bien passée. Petit bilan à chaud du coup. Alors déjà, la taille, moi j'ai une tête assez costaud. C'est vrai que c'est peut-être un peu petit, en tout cas pour moi. Et alors c'est mon ressenti, mais quand je dors avec, je le sens. Et j'ai un problème, c'est qu'il a tendance à tomber. Donc en fait, dans la nuit, vous allez l'avoir et régulièrement, il va descendre au fur et à mesure. Et du coup, dans la nuit, vous allez avoir tendance à le remonter, ce qui est pas très agréable. Dans l'appli, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de choix, il y a des trucs un peu improbables. Vous avez œuf au plat. Enfin, il y a vraiment, l'appli est très complète là-dessus. Maintenant, si vous avez un vrai problème pour dormir et que vous aimez tout ce qui est ASMR, pourquoi pas. Maintenant, je ne le conseillerais pas à n'importe qui. Je pense que vraiment, c'est en cas vraiment de soucis de sommeil et plutôt que d'avoir vos écouteurs à la limite, à regarder des vidéos ASMR YouTube, avoir ça, pourquoi pas, à essayer. De toute façon, on va débriefer ça avec Jérôme François en plateau et je vous promets, je serai un poil plus réveillé. Il est réveillé. Là, ça va beaucoup mieux, mais bon, en sortie de sieste, c'était pas évident. Donc voilà, c'est le petit Oum que je vous laisse. Si vous voulez essayer, vous avez vu qu'il va ravir. Jérôme avec les cheveux longs, je pense que ça peut être magnifique. Vraiment. Si vous êtes gentil, après je le mettrai pas. Ah, dommage. Comment tu le mets? Le petit logo devant. Vas-y. Je suis dévasté. Allez. Je suis sûr que ça va très bien. Ça devant? Ouais, ça devant. Et donc du coup, vous avez pour reprendre un peu ce que je disais dans la vidéo, ils ont quand même bossé avec des hypnothérapeutes, etc. François, ça te va. Ah non, mais je sais. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie d'aller faire du tennis. Fais voir, attends. Regarde. C'est magnifique. Superbe. Ça va très bien. Je pense qu'ils vont t'en envoyer par paquet, par il palette. faut que ça aille sur les oreilles. Ouais, il faut que ça descende. Ah oui, voilà. Ah merde, j'ai mon oreillette qui en plus. Ah oui, en plus, il est en hyper plus, souple. j'ai dit un truc, j'ai dit un gros mot, je crois. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du tissu? C'est plutôt agréable. Mais ouais, c'est agréable. Moi, il tombait et je le trouvais très serré. Il faut savoir que c'est la taille la plus grande. Ouais. Et le truc, c'est que dans la nuit, régulièrement, quand je l'essayais chez moi, il tombait un petit peu. C'est casse-pied, ça. Ouais, non, mais voilà. Je vous entends plus. Ça va bien, non? C'est super. Ça te va très bien. Ça te va très très bien. Ah, c'est super. Bon, c'est efficace ou pas? Alors, pour moi, ça l'a pas été puisque ça m'a réveillé plusieurs fois à cause de la tenue. Mais c'est vrai que sur les bruits, sur les histoires, etc., il y a quand même énormément de choses dans l'appli. Tu vas avoir des documentaires sur des statues grecques. Tu vas avoir plein. Enfin, tu t'as vraiment très complet. Non, tu peux pas avoir des cours d'anglais ou des trucs comme ça? En vrai, vu que c'est des écouteurs Bluetooth, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Si tu veux mettre du hard rock, tu peux. Ouais, tu peux mettre c'est juste c'est connecté en Bluetooth. Il te propose l'appli avec plein de contenu. Et ça te va pas si mal en vrai. Ouais, ça te va bien. Par rapport à nous deux, franchement, ça te va pas si mal. Ouais, c'est vrai. Ça te donne un petit style. Véronique et David. Allez, non, j'aime bien. Faut quand même savoir que c'est vendu un peu cher, je trouve. Après, c'est à discuter, mais c'est vendu 67 €, ce qui est pour un bandeau. Et c'est des gens qui ont, comme je l'ai dit dans la vidéo, qui ont créé Dodo, etc. Donc, ils sont spécialisés dans le sommeil. C'est 3 anciens insomniaques qui ont créé ça. C'est des Français en plus, donc ça fait plaisir. Ils ont créé leur boîte qui s'appelle Live Lab. Mais à mon avis, c'est bien aussi, par exemple, pour quand tu as du bruit, que tu veux t'isoler. Oui, je sais, on est au bout de l'histoire, mais c'est pas comme le truc français Dream qui t'envoie des ondes, ah oui, non, là, etc. Pas de ondes, en fait. Voilà, c'est juste du son. Au lieu d'avoir tes écouteurs en ASMR sur YouTube, t'as le bandeau. Tout à fait. Voilà. Moi, ça coûte 70 € à peu près. Parfait. Ben écoute, merci Jordan. Je vous laisse, hein. Oui, non, attends. Oh, c'est gentil. Ben non, attends. moi, je veux bien l'essayer. C'est vrai, avec plaisir. On fait les courses en direct. Cool. Jérôme adore dormir avec des gadgets. Oui, avec des j'ai trucs vu sur ça. les têtes. Incroyable. J'ai hâte d'avoir ton retour d'expérience. Je te raconterai. Allez. Ça marche. Merci bien. Il y aura la suite après la rentrée, parce que là, bientôt, on va partir en vacances. Hein. Ah oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, t'es tout seul. Oui, voilà. Écoute, après, on revient. Et après, on part en vacances et on revient fin août. Voilà, ben c'est comme ça. Oui, hein. il faut qu'on se repose un petit peu. Merci Jordan. Avec plaisir. Salut Jordan. Ce 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Et donc je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Ben oui, je te regarderai, tiens. Même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.